tout le monde. Bonjour à Deo Gracias et merci à Jean-Marie pour l'organisation de ce webinaire. Merci à la RFE pour le cycle des webinaires organisés. Je présente notre invité d'aujourd'hui, Deo Gracias Ondolo, qui va nous parler de l'évaluation des ODD au niveau décentralisé. Il va apporter l'outil, il va décrire l'outil baromètre. Et Deo Gracias Ondolo est un expert senior en évaluation et analyse des politiques publiques. Il travaille depuis 2012 comme spécialiste senior en évaluation et il est coordinateur régional du programme Ouest africain de renforcement des capacités et d'évaluation d'impact. Deo Gracias est aussi un candidat pour un PhD en économie de développement à l'université Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas. Merci Deo pour cette présentation. Je vous laisse introduire l'outil baromètre et ensuite, si vous pouvez nous dire 2 mots sur d'où est venue cette idée d'un tel outil et pourquoi à l'échelle locale, une fois que vous avez fait la présentation. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Greta, pour cette introduction. J'espère que tu m'entends bien. Oui, tout à fait. D'accord. Comme tu l'as dit, mon nom est Deo Gracias et c'est un plaisir pour moi de partager aujourd'hui avec notre communauté l'un des outils sur lesquels je travaille. J'ai travaillé avec une équipe de l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact des politiques, programmes et projets de développement, qui est appelé le baromètre. Il s'agit du baromètre ODD. C'est un système digitalisé de suivi et évaluation intégrée dynamique, aussi bien des ODD, mais aussi un peu plus dans sa dynamique, et ceci en se concentrant sur le niveau décentralisé. Et c'est cela qui fera le focus de notre présentation de ce jour. Et avant tout propos, je pense qu'il vaut bien, ça vaut bien la peine d'indiquer que le baromètre est une organisation sociale qui est enregistrée au Bénin avec une vision globale et un focus sur les pays francophones. Et nous travaillons en tant qu'équipe pluridisciplinaire avec plus de 100 staffs actifs. Certains sont à plein temps, d'autres sont à temps partiel. Et notre objectif, c'est fondamentalement de promouvoir la production, l'accessibilité et l'utilisation des données probantes dans la sphère du développement au sens large à travers des solutions digitales qui fonctionnent. Et en poursuivant cet objectif, en juillet 2022, nous avons eu l'opportunité de remporter le 2e Grand Prix d'un des programmes de la Banque mondiale, le programme Launchpad, lancé et organisé par la Global Evaluation Initiative. Ce programme portait sur les innovations en matière de suivi, évaluation et de digitalisation. Vous imaginez combien a été notre engagement après avoir obtenu cette distinction. Et l'année qui a suivi, qui est l'année 2023, j'ai été distingué au niveau du continent africain par la African Evidence Network en remportant le trophée de Africa Evidence Leadership Award. Et donc, depuis lors, le baromètre a évolué et en 2024, le baromètre travaille sur 4 axes qui le caractérisent. Le premier axe, c'est la conception et la digitalisation des systèmes de suivi, évaluation et d'information, sous lesquels nous avons plusieurs solutions digitales, dont le baromètre ODD, dont je vais parler dans un instant. Nous avons le Centre des innovations digitales et de recherche en suivi et évaluation d'impact, où nous travaillons à la capacitation technique des jeunes professionnels, à l'entrepreneuriat des jeunes, à la digitalisation. Le 3e axe, c'est apporter des appuis et conseils techniques à la recherche et au développement. Et sous cet axe-là,
nous avons notamment, nous apportons des appuis en matière de méthode d'évaluation d'impact, d'échantillonnage, de collecte de données à un certain nombre d'institutions. Et notre quatrième axe de travail, c'est le renforcement des capacités institutionnelles et individuelles. À cet effet, nous avons, par exemple, conçu et mis en place depuis maintenant 3 ans le camp annuel des évaluateurs émergents francophones. Nous organisons des certificats de qualification professionnelle en évaluation, des ateliers des évaluateurs en herbe qui concernent ceux qui sont au collège. On organise des webinaires trimestriels ainsi que des formations techniques thématiques à l'endroit aussi bien des gouvernements que des organisations non étatiques. Et tout cela porté bien sûr par une administration à l'arrière-plan. Si vous vous demandez mais quelle est notre expertise, l'expertise du baromètre, c'est le suivi, évaluation d'impact et la digitalisation. Et c'est fort de cette expertise donc que je m'en vais vous présenter un pan du travail que nous faisons qui porte sur le baromètre ODD qui est conçu pour faire du suivi et évaluation des ODD à partir du niveau décentralisé, donc au niveau des municipalités. Et la toute première étape de ce travail consiste à voir le baromètre ODD comme étant une application, un système digital donc, auquel on peut accéder sur un téléphone mobile. Et pour pouvoir ouvrir le portail, il faut bien s'identifier. Et voilà, vous y mettez votre identifiant, votre mot de passe. Une fois que ces deux-là sont mis, vous pouvez ouvrir le système pour avoir accès au menu. Et une fois que l'on a accès au menu, il y a tout un ensemble de sens d'orientation. Mais le sens d'orientation sur lequel je vais nous inviter aujourd'hui, c'est bien le baromètre ODD. Une fois qu'on clique là-dessus, on a la possibilité d'entamer la navigation des ODD et de pouvoir choisir. Donc, les 17 ODD sont à l'arrière-plan et vous pouvez choisir l'ODD qui vous intéresse dans la commune où vous êtes ou dans la commune qui vous intéresse. Ici, je choisis l'ODD 1, je clique là-dessus et le système s'ouvre et me montre les indicateurs en lien avec l'ODD 1. Ainsi, j'ai le choix de l'indicateur, je peux faire le choix de l'indicateur qui m'intéresse afin de visualiser les données liées à cet indicateur à un instant T. Choisissons par exemple le premier indicateur lié à l'ODD 1, qui est la proportion de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et quand je le fais, le système me permet de visualiser les résultats de manière dynamique, soit en termes de statistiques ou en termes de cartographie. Et là, je vous montre ce à quoi ça ressemble en termes de statistiques. Aussi simple que ça, les histogrammes qui indiquent que 73% de la population de la zone couverte par le système, 73% donc vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et 26% vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Et nous sommes bien sûr en 2020. Donc, nous avons là les données de 2020. Si éventuellement les statistiques ne m'intéressaient pas et que c'est plutôt de la cartographie que je voudrais utiliser pour faire de l'évaluation, du suivi de cet indicateur au niveau décentralisé, je clique là-dessus et voilà le système qui me présente ici les données du Bénin en 2012 où nous avons la subdivision départementale de l'ensemble du pays. Et vous allez voir deux types de couleurs qui s'affichent. De l'orange foncé, qui traduit les départements pauvres, et de l'orange clair, qui traduit les départements non pauvres. En tant que tel, si j'étais un décideur, j'ai la possibilité donc de prendre une décision en termes d'allocation de ressources publiques par rapport aux départements non pauvres. Ainsi, si j'étais par contre un maire, ce niveau de désagrégation ne me permet pas de pouvoir éclairer ma décision
sur la base de ces données probantes. Ainsi, l'outil permet d'aller un peu plus loin en désagrégeant les données d'un département pour aller vers les communes situées à l'intérieur de ce département. Ici, par exemple, pour vous qui connaissez le Bénin, qui est en ligne, nous sommes dans le département du Zou et nous avons là-dedans les subdivisions des communes qui constituent le département du Zou. Et en gris ici, nous avons 2 communes qui n'ont pas alimenté le système en données et donc ces communes sont grisées. À partir de ce moment, beaucoup de décisions peuvent être prises, beaucoup de choses peuvent être faites en utilisant un tel dispositif qui nourrit un système de suivi et évaluation des ODD à la base, mais de cette base, l'on alimente le suivi et l'évaluation des ODD au niveau départemental, dont la combinaison permet d'aller vers le niveau national. Globalement, c'est donc ça, chers participants, chers Greta, c'est cela, ce que nous avons pu faire pour ce qui concerne les ODD. Et je suis bien curieux de savoir si vous avez une question pour moi à cette étape avant qu'on aille plus loin. Alors, tout à fait. Je voudrais savoir pourquoi vous avez pris cette décision de créer un outil au niveau local, à l'échelle locale. Merci pour cette question. En réalité, pour avoir beaucoup travaillé avec, au Bénin avec la Direction générale de la coordination et du suivi des ODD, nous nous sommes rendus compte que le travail de production des données probantes était un travail formidable qui se faisait au niveau national. Mais étant donné que nous avons des élus au niveau des mairies, des municipalités, le défi qui se présentait à ces élus, c'est de disposer de données pour nourrir leur processus de prise de décision, l'orientation des politiques publiques mises en œuvre sur leur territoire, afin de participer à l'atteinte des objectifs de développement. Vous comprenez donc pourquoi cet outil a été conçu pour venir en appui au travail qui se fait au niveau national par les gouvernements dans nos pays. Et c'est d'ailleurs là la pertinence que nous avons notée durant la phase pilote, pendant que les élus ont accueilli favorablement le travail qui a été fait, ils nous ont quand même, ils ont attiré notre attention sur le fait que leurs besoins en données probantes ne se limitent pas seulement aux ODD. Qu'ils ont des besoins en données probantes qui touchent également le suivi et l'évaluation de la dynamique des plans de développement communaux qui sont appelés les PDC sous nos cieux. Et au-delà des plans de développement communaux, ils ont aussi parfois ce qu'ils appellent les projets phares. Et ces projets phares sont également mis en œuvre et ont besoin de données pour nourrir leur processus de suivi et évaluation. Ainsi, nous avons entamé une évolution du processus qui nous a permis, au niveau de l'équipe du baromètre, de passer de l'outil baromètre ODD à l'outil baromètre des communes. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, le baromètre des communes n'est rien d'autre qu'une combinaison tripartite, n'est-ce pas? Nous avons le baromètre ODD, qui est le premier zoom, le point d'ancrage initial, puis le baromètre PDC, plan de développement communal, et baromètre projet phare. C'est donc la combinaison de ces 3 grands axes qui a généré le fameux triangle que l'on peut imaginer qui comporte ou qui a pour nom baromètre des communes. Et aujourd'hui, baromètre des communes, ce n'est pas simplement un outil. Le baromètre des communes, c'est à la fois un outil, mais aussi un ensemble de composantes liées au renforcement des capacités techniques en suivi et évaluation au niveau décentralisé. C'est également un développement ou un appui à former les maires, les directeurs départementaux, ceux qui sont au niveau de la collectivité territoriale, dans
l'utilisation des données probantes, les processus de levée de fonds, les plaidoyers pour la production de données probantes. Et nous avons finalement affaire à une initiative, le baromètre des communes, qui a pour socle, certes, l'outil baromètre des communes, mais autour duquel maintenant gravitent les éléments nécessaires pour rendre l'outil fonctionnel et profitable pour les communes et les pays qui l'adoptent. Et permettez-moi donc à cet effet de pouvoir en faire une toute petite démonstration pour que nous puissions voir à quoi ça ressemble. Et à cet effet, je vais arrêter ma présentation et procéder maintenant à la présentation, voilà, du baromètre des communes. J'espère que vous voyez cela s'afficher. Et sans donc plus tarder, je vais vous l'afficher autrement. Et vous voyez ici le tableau de bord du baromètre des communes. Il comporte 3 grandes fenêtres, ODD, qui est baromètre ODD, qu'on a désormais logé là-dedans, PDC, baromètre PDC, projet phare, baromètre projet. Et une fois là-dedans, vous pouvez naviguer. Si on était dans une commune qui adopte la solution, il y a tout un ensemble de sources de données que vous voyez à gauche de votre écran. Et il y a la possibilité de générer des indicateurs, de pouvoir écrire sur ces indicateurs, de pouvoir nourrir ces indicateurs, ainsi de suite. Ça, c'est les PDC. J'irai un tout petit peu plus loin. Vous pouvez visualiser les résultats de ces indicateurs. Vous pouvez ici regarder la liste de vos indicateurs. Vous pouvez visualiser des graphes. Donc, nous pensons qu'il s'agit véritablement d'un puissant outil de suivi et évaluation dynamique qui pourrait aider les décideurs au niveau, bien sûr, décentralisé, mais également, si on pousse un peu plus loin, au niveau départemental ou national. Ça, c'est les ODD. Vous entrez dedans, les formulaires de modification sont là, la liste des indicateurs liés à l'ODD, ainsi de suite. Et l'on peut venir ici pour créer d'autres... Oui, Greta? Je vous interromps, j'aimerais juste revenir. Il y a une question qui est sur comment avez-vous évalué l'ODD 16? Vu que vous êtes sur le programme, est-ce que vous pouvez peut-être démontrer l'objectif de développement 16 sur le conflict sensitivity? Oui, donc ce que nous faisons, je vais exposer un tout petit peu la démarche méthodo. C'est qu'en réalité, dans chaque pays, il y a le document de référence de mesure, de calcul des indicateurs. Donc, le staff technique du baromètre ne définit pas ce à quoi l'indicateur doit ressembler. Nous travaillons avec le gouvernement pour disposer du document de référence qui présente la définition des indicateurs selon le pays, d'une part. Et d'autre part, la méthode de calcul de l'indicateur selon le pays. Il y a des indicateurs, par exemple, au Bénin, où nous avons travaillé véritablement durant la phase pilote, les communes ne travaillent pas sur tous les indicateurs des ODD. Ce qu'ils font, ils ont ce qu'ils appellent les indicateurs prioritaires, les cibles prioritaires des ODD. Et chaque commune a au maximum 10 cibles prioritaires. Vous voyez? Donc, l'outil est customisé et en fonction des définitions de référence, des méthodes de calcul de référence, l'outil est ajusté et ça y est, le reste, c'est l'adapter simplement à ce contexte. Parce que nous avons été confrontés à la difficulté
des définitions. Vous savez, c'est toute une politique derrière les définitions. C'est de la géopolitique, la définition. Aujourd'hui, si vous prenez la définition de ce que c'est qu'un crime de guerre et que vous regardez autour de vous, on se rendra compte que définition n'est pas chose facile, n'est-ce pas? La même chose s'applique à nous dans le développement et en suivi et évaluation. Définir un indicateur, mettre le seuil de pauvreté, etc., est extrêmement délicat, raison pour laquelle nous nous en tenons aux documents de référence. Voilà un peu la réponse d'ordre général que j'apporte à cette question spécifique. Merci. Merci, Déo. Je vais poser quelques questions que le public a posées. Donc, la première, c'est comment avez-vous fait le choix des indicateurs à suivre au niveau des communes? Très bien, merci pour cette belle question. En réalité, comme je le dis, il ne s'agit pas pour l'équipe du baromètre c'est pas du top-down, véritablement. Nous avons ce que nous appelons l'atelier technique, durant lequel nous travaillons avec les responsables dans une commune pour savoir quelles sont leurs cibles prioritaires. Et on s'attend à avoir 10 cibles prioritaires. Dans certains pays, ils ont beaucoup poussé, donc on a la carte des cibles prioritaires. Et dès qu'on a leurs cibles prioritaires, le système étant conçu pour absorber tout ce qu'il y a comme ODD, cibles et indicateurs, à l'arrière-plan, nous essayons de personnaliser l'outil pour que, dans une commune, leurs cibles prioritaires soient ce qu'ils voient, ce que les utilisateurs voient dans cette commune et qui répond bien sûr à leurs besoins. Parfait, merci. Il y a une autre question. Quelles sont les sources de ces données? Donc, est-ce qu'il y a des sources par rapport à votre présentation? Oui, je pense que j'ai la chance d'avoir affaire à des sachants. La source des données, c'est l'autre défi majeur, la crédibilité. Et ce que nous utilisons ici dans la conception de cet outil, c'est deux sources. La première, c'est les sources secondaires. Donc, vous prenez le secteur de l'éducation, les données sont disponibles la plupart du temps. C'est l'un des secteurs où on a suffisamment de données secondaires disponibles. Donc, il y a dans l'accord de partenariat initial avec les communes, le ministère en charge de la décentralisation accompagne ces communes et donne mandat à ceux que nous appelons les volontaires pour l'utilisation des données probantes, d'aller vers la direction départementale ou la direction qui s'occupe en tout cas de l'enseignement primaire ou secondaire, etc., pour accéder à ces données qui sont généralement sur papier. Et une fois que ces données sont sur papier, de nos données secondaires, nous avons au niveau du système l'outil ou la composante d'entrée de données qui est une composante mobile. Et les VUD, qui sont les volontaires pour l'utilisation des données probantes, ont donc la possibilité de saisir ces données-là, secondaires qui existent déjà. Ils saisissent et puis les données rentrent dans le système. Il y a une étape de validation, contrôle qualité. Une fois qu'elle est passée, ce que nous appelons la digestion des données est opérée avec les enzymes appropriées, c'est-à-dire les outils appropriés. Et à la fin, les résultats sortent et sont accessibles à vous et moi sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs. Merci, Deogracias. Comment adopter cet outil dans d'autres pays? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que cet outil est accessible, gratuit et applicable dans tous les pays? Ben, ceci est aussi une très belle question. En réalité, la gratuité étant un peu un handicap au développement, l'outil en lui-même n'est pas, j'allais dire, est gratuit. Mais après, il faudrait que nous puissions le personnaliser en fonction des communes. Donc, dans un processus classique, nous adressons une lettre aux communes pour les informer de l'opportunité. Elles acceptent et on leur demande une contrepartie. Et au niveau du baromètre avec nos partenaires, nous recherchons le complément de financement requis pour déployer un tel outil. Les communes peuvent penser que c'est de la gratuité, mais en réalité, à l'arrière-plan, il y a un travail qui se fait pour mobiliser les partenaires. Et cela m'amène à glisser un peu
sur la dernière partie de ma présentation, qui est de parler un peu des attentes que nous avons dans le cadre de ce webinaire. Parce que nos attentes, c'est dans un premier temps de rechercher des partenaires techniques qui peuvent nous aider les communes dans le stockage des données, parce que le volume de données devenant de plus en plus important, nous souhaiterions du partenariat pour aller dans ce sens, partenariat technique. On travaille aussi à rechercher du partenariat institutionnel pour que dans ce processus, les institutions qui sont sensibles aux données enfants, par exemple, puissent nous accompagner, puissent accompagner les communes. Les institutions qui sont sensibles aux données sur le développement humain puissent nous accompagner, ainsi de suite. Nous recherchons aussi du partenariat de type financier pour aider des communes qui ont pu mobiliser leur contrepartie, mais qui sont toujours en attente parce que le complément de ressources financières n'a pas encore pu être entièrement mobilisé pour déployer l'outil dans leur commune, pour déployer des volontaires pour l'utilisation des données probantes, qui sont des gens que nous recrutons pour accompagner les communes dans l'utilisation du système, le baromètre des communes. Nous sommes aussi en quête d'échange d'expériences, parce qu'on sait qu'à travers le monde, les problèmes sont suffisamment similaires et donc les leçons apprises ailleurs peuvent nous être utiles et réciproquement, les leçons apprises chez nous peuvent être utiles aux autres. Enfin, il n'est pas possible de faire tout ce travail que vous avez vu présenter brièvement sans des appuis en matière de renforcement de capacité. Donc, nos attentes dans le cadre de ce webinaire et au-delà, c'est aussi de pouvoir bénéficier de renforcement des capacités de nos ressources humaines et des ressources humaines avec lesquelles nous travaillons au niveau des communes. Et éventuellement, nous restons très disponibles pour travailler avec d'autres partenaires au développement, d'autres organisations qui prennent l'initiative dans le domaine de l'évaluation et qui ont besoin de notre appui. Nous restons très ouverts à pouvoir les accompagner. Voilà donc ma réponse à cette question qui m'a ouvert le chemin vers les slides. Et Greta, c'est le moment de te remercier particulièrement la communauté du RFE, notre collègue Jean-Marie et notre autre collègue Linda Ray pour tout votre soutien, tout votre accompagnement à l'Institut Le Baromètre pour le travail qu'on fait et remercier également les participants pour leur oreille attentive. Je crois que nous avons un peu de temps encore pour que je puisse répondre à des questions, prendre en compte vos commentaires, toujours pour la dynamique de notre écosystème de l'évaluation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Deo Gracias. J'ai encore quelques questions par rapport à votre présentation et je voudrais déjà vous poser une question sur les défis avec lesquels vous êtes confrontés actuellement pour mettre en place ce baromètre. Je viendrai sur les questions posées sur les questions que vous avez posées, donc le public. Je prie les autres personnes qui touchent sur la main de d'écrire leurs questions, comme ça je pourrai le poser. Merci bien, Greta. En matière de défis, je crois que nous en avons. Et le premier défi, c'est le partenariat institutionnel avec ces communes-là. Travailler avec des communes qui ont vraiment la soif de disposer d'outils qui génèrent des données. Mais ces communes n'ont pas toujours les ressources humaines pour alimenter le système. Raison pour laquelle nous avons dû intégrer dans le modèle de fonctionnement de l'initiative les volontaires pour l'utilisation des données probantes. Et avec ce modèle, le système va être mis en place et ne serait pas un peu comme si vous aviez acheté un véhicule de grande marque suffisamment propre et au point, mais qu'il vous manque du carburant pour le conduire. Il servirait probablement juste à décorer le garage. Donc, nous travaillons à ça. C'est un grand défi parce que
les partenaires qui peuvent nous accompagner, rester demeure le prochain élément, le prochain levier sur lequel nous travaillons. Le deuxième défi, c'est lié à l'accès aux données secondaires. Combien de fois n'avons-nous pas de difficultés pour obtenir le OK d'une autorité à un niveau donné qui n'a pas bien compris peut-être le bien fondé d'accéder à des données probantes et qui, par la crainte de ce que les données probantes peuvent générer, fait un peu obstacle à l'accessibilité aux données qui sont sur papier. Donc, nous avons dû développer un modèle de renforcement des capacités des parties prenantes de l'écosystème, en tout et pour tout. Et là, ce qu'on fait, c'est de la sensibilisation pour faire face donc à ce défi d'accessibilité. Le troisième et dernier défi qui me paraît important d'évoquer, pendant qu'il y en a encore beaucoup d'autres, c'est en réalité comment faisons-nous pour faire fonctionner à la fois le baromètre ODD, le baromètre plan de développement communal et le baromètre des projets dans l'ensemble des communes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui fait quand même près de 3000 communes. Voilà notre défi majeur, parce que toute commune à qui nous présentons cet outil manifeste presque spontanément le besoin. Et si on intégrait l'ensemble de ces communes, nous réussirons dans une grande mesure à non seulement avoir réussi la digitalisation d'un système, mais produire des données, créer de l'emploi pour les jeunes, de l'emploi décent, renforcer leurs capacités. C'est ça la perspective, impliquer les populations à la base dans ce processus. C'est ça la perspective et le défi reste, ce défi, il reste entier, tout entier, et nous serons contents de savoir si ce n'est pas Greta ou l'un des participants qu'on commencera par trouver la solution à ce défi. Merci, Greta. Donc, passons à la prochaine question. Est-il possible de développer, c'est une question proposée par Germain MBAV, est-il possible de développer cet outil dans une commune ou région sans culture des ODD, donc sans avoir forcément l'implémentation des ODD sur la commune, des objectifs de développement durable? Oui, merci pour la question. Le système est conçu de manière à ce que le baromètre ODD, baromètre PDC et baromètre projet fonctionnent de manière parallèle. Donc, une commune peut souscrire et se concentrer simplement sur son plan de développement communal et voilà, sans pour autant activer les autres fonctions du système. À l'intérieur même de baromètre ODD, une commune ou une organisation peut se concentrer sur un seul ODD et les autres ne seront pas activés. Parce que tel que c'est conçu, nous allons souvent activer à l'arrière-plan. C'est comme, vous pouvez voir ça un peu comme une maison avec beaucoup de chambres et des couloirs. C'est en fonction de la porte que l'on vous ouvre que vous aurez accès à ce qui est à l'arrière-plan. Et si on ne vous ouvre pas une porte donnée, la maison restera fonctionnelle parce que d'autres portes pourront vous être ouvertes. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Très bien. Donc, je passe à une prochaine question qui est posée par Fodé Sam. Ne pensez-vous pas qu'il est critique de reviser les indicateurs actuels et d'adopter les recommandations de la commission de Stiglitz, Sen et Fitoussi pour mieux évaluer la performance économique et sociale? Quels seraient les principaux défis et avantages associés à ce changement? Oui, à ce propos, au fait, ici, nous évoquons la question des paradigmes dans lesquels nous mesurons la dynamique de l'évolution du monde, du développement humain au sens large. C'est un défi ou c'est une question dont la discussion va se faire dans des cadres qui vont au-delà du cadre du baromètre. Actuellement, j'allais dire, les gouvernements du monde se sont engagés sur les ODD jusqu'en 2030. Et en prélude à la fin de 2030, nous aurons, comme on a eu avant les ODD, on avait
avant les Sustainable Development Goals, il y avait les objectifs de millénaire pour le développement, n'est-ce pas? Donc, j'imagine que cette suggestion que vous faites va être reversée à la discussion des experts pour la prochaine génération de définition d'indicateurs que le monde devrait regarder. Et sans doute, on ne restera pas au DD. J'en ai la certitude presque, parce que beaucoup de choses ont évolué dans le monde. On ne restera pas au ODD, donc vous faites bien d'évoquer la question. Je souscris à cela, mais les ODD restent et demeurent jusqu'en 2030 la référence sur laquelle le monde entier va être évalué. Nous serons tous, nous allons pouvoir nous apprécier, nous mesurer pour savoir si on a progressé ou non par rapport à cela. Et 2030 sera comme une évaluation une évaluation finale. Et quand on va faire cette évaluation finale, on déterminera comment poursuivre la marche du développement de l'humanité. Merci. Merci, Deo Gracias. J'ai encore une question. Nous avons parlé des décideurs et aussi des données, mais quand on dit nous des bénéficiaires, c'est-à-dire comment ils peuvent se sentir inclus et partie prenante de processus d'évaluation dans ce logiciel? Très bien. Ça, c'est une question assez délicate pour nous, assez délicate parce que nous souscrivons à l'importance de revisiter la démarche classique par laquelle nous faisons les évaluations. On vient collecter des données, surtout quantitatives, et on s'en va. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits et les données qualitatives ont commencé par être prises en compte avec des méthodes mixtes. Aujourd'hui, nous avons des logiciels d'analyse de données quali-quanti et on a progressé. Mais l'autre prochain défi, c'est l'implication des parties prenantes au sens large dans une démarche inclusive. Moi, par exemple, étant africain béninois de l'Afrique subsaharienne, la sensibilité que j'ai et que je vois émerger, c'est le Made in Africa Evaluation, où des indicateurs reflètent la perspective africaine de la culture africaine, la sensibilité africaine des choses. Et l'élite est aussi un peu en tension avec ceux qui sont, j'allais dire, à la base au niveau rural, par exemple, ou auprès de qui nous allons collecter les données. Et c'est la perspective de l'élite qui semble influencer un peu la démarche. Et la question que vous posez, c'est mais comment faisons-nous avec un outil comme le baromètre des communes pour prendre en compte la perspective de ceux qui ne sont pas de l'élite? Et là, j'ai des idées, mais ces idées ne sont pas encore une réalité nécessairement dans le baromètre des communes. Deux idées ont émergé pour avoir travaillé avec des gens comme Adeline par le passé sur le sujet, sur le continent notamment. Je crois que nous devons faire l'effort de ne plus utiliser l'excuse du fait que ceux qui sont peut-être en milieu, certains, la majorité du milieu rural ne parlent pas les langues dominantes et par conséquent sont illettrés. Et cela justifierait qu'on les exclue. Il nous faudrait travailler à prendre en compte l'analyse des audios où les gens s'expriment dans la langue qu'ils parlent. Et ça, c'est une limite qui manque actuellement à l'outil le baromètre. On n'en est pas encore là. Et quand nous avons exprimé comme attente, par exemple, le partenariat technique, c'est aussi ça. Pouvoir disposer de capacités techniques pour analyser de tels contenus. La deuxième chose que nous avons en tête, qui n'est pas encore une réalité, c'est l'utilisation des images. J'ai déjà suivi avec McKinsey, David McKinsey de la Banque mondiale, des éléments allant dans les prises d'images pour analyser, j'allais dire, pour caractériser les entreprises naissantes. On prend des images de leur boutique, de leur setup, et on analyse ces images. Si le baromètre des communes peut en arriver aussi là, écouter des gens à la base, d'une part, et d'autre part, prendre des images de manière dynamique pour voir les changements qui s'opèrent. Cela aidera beaucoup à limiter, à être un peu plus inclusif dans la démarche méthodologique, dans les types de données que nous utilisons. Et j'espère que, en évoquant ce genre de questions dans de telles discussions, nous réussirons à trouver les pistes de partenariat
pour que le baromètre, d'une part, évolue vers cela, mais aussi pour que la communauté au sens large, les experts qui font de l'évaluation, puissent renforcer leur propre capacité sur ces champs-là. Merci. Merci, Déo. Je vais poser une autre question sur la capacité des ressources humaines des communes. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, c'est-à-dire la capacité dans l'évaluation, dans le traitement des données? C'est une question qui a été posée par, je vais le trouver, donc Éric Dossou. Oui, merci beaucoup. Cette question, elle est intéressante parce que quand nous avons conduit l'étude diagnostique ici, quand on commençait ce travail, on a 2 étudiantes qui ont été positionnées pour leur master pour aider à analyser, à faire l'état des lieux dans certaines communes pour refléter un peu qu'est-ce qui s'y passe. Et j'espère que vous ne serez pas trop surpris, mais moi, ma surprise a été que les communes ne disposent pas non seulement des ressources humaines en nombre, mais même aussi en matière de qualification. C'est lorsque le système national, les ministères ont absorbé les ressources humaines suffisamment qualifiées que vient, j'allais dire, le tour des autres niveaux des agrégés, des autres niveaux de l'administration. Ainsi, vous allez trouver des ressources humaines qui ne sont pas toujours qualifiées. Et si vous en avez qui sont qualifiées, elles sont en nombre suffisamment réduite. Et ça est tel que même un système digitalisé de suivi-évaluation, aussi robuste qu'il soit, comme le baromètre, ne pourra jamais bien fonctionner. Et pour combler donc ce vide, nous avons développé la composante de volontaires pour l'utilisation des données probantes au niveau des communes, qui consiste à recruter des jeunes professionnels, etc., qui prennent part le processus de renforcement des capacités développé par le baromètre et ses partenaires tels que le réseau francophone de l'évaluation, l'African Evaluation Association, le 3IE, l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact, et j'en passe. Donc, quand les gens viennent pour le camp des évaluateurs, quand les gens viennent pour les certificats de qualification professionnelle en évaluation, nous identifions parmi eux ceux qui ont des aptitudes et qui sont en début de carrière et on les reverse au niveau des communes pour une certaine période. Ça, c'est le processus que nous suivons pour aider à combler ce grand vide que vous avez évoqué au niveau des communes. Mais ça a un coût. Ça a un coût et l'État n'est pas toujours en mesure de porter ce coût. Et c'est la raison pour laquelle nous allons à la recherche de partenaires pour accompagner ce genre d'initiative au niveau des communes, parce que le faire au niveau des communes, c'est nourrir le niveau national. Et ça reste et demeure une grosse requête, une grosse attente que nous avons et qu'on croit que plus d'un dans la communauté partage avec nous en fonction des réalités de leur pays. Merci Greta et merci beaucoup aux participants qui ont posé cette question. Merci Deogracias. Alors, passons à une prochaine question. Alors, pensez-vous que les... Voilà, ça on l'a dit, désolé, j'arrive vers la fin. La question des ressources humaines conduit donc à s'interroger sur l'institutionnalisation et la professionnalisation de l'évaluation. Qu'en dites-vous? Merci. Oui, la question de l'institutionnalisation de l'évaluation est une question d'actualité. Sur le continent, j'ai eu l'occasion de participer à un certain nombre de réflexions, surtout dans la partie ouest du continent africain. Et l'institutionnalisation est vraiment composite. Composite en ce sens que nous avons besoin tout au départ de tests pour nous accompagner, pour savoir
qu'est-ce qui caractérise l'évaluation, de quel type d'évaluation parlons-nous, évaluation en tant que fonction, évaluation en tant qu'activité. Ça, c'est là où vous verrez des lois qui sont votées, des décrets qui sont pris, l'inscription de l'évaluation dans les constitutions. C'est un début de l'institutionnalisation. Mais le deuxième pas important qui va caractériser l'institutionnalisation, c'est la question du budget, que l'État puisse mettre de manière systématique à disposition des ressources financières pour aider les différentes, ces agences, ces ministères, ces directions à pouvoir faire de l'évaluation. Mais cela ne saurait s'arrêter parce qu'il y a un effort collectif qui doit être fait également. C'est là, vous allez peut-être entendre, on parle actuellement dans la zone de l'UMOA de la perspective de disposer de directives régionales en matière d'évaluation, d'avoir un fonds régional pour l'évaluation. Ce sont là des éléments qui vont nourrir l'institutionnalisation. Mais que serait l'atteinte des objectifs en termes de texte, de financement, si nous ne disposons pas de ressources humaines qualifiées? Ainsi, il y a un autre chantier qui porte sur la professionnalisation de la fonction évaluative. Et cette professionnalisation a voulu que des universités prennent en charge le développement de curriculum sur l'évaluation, qu'on produise des évaluateurs, un peu comme on produit des constructeurs, un peu comme on produit des agronomes, un peu comme on produit des médecins de santé humaine ou des vétérinaires, qu'on puisse produire des évaluateurs. Troisième grand axe de l'institutionnalisation. Voici, si l'on compte déjà ces trois axes-là, le gap qu'on observe dans les communes et au-delà va être progressivement comblé. Et l'institutionnalisation voulue, souhaitée, va pouvoir, je crois bien, commencer par prendre corps. Mais c'est un travail de longue haleine et ça vaut bien la peine de s'y lancer. Merci. Alors, une dernière question pour aujourd'hui, c'est posée par Baba Moussa Mariama. Il y a 77 communes apparemment qui comptent au Bénin. Avec combien avez-vous travaillé? Bénin est-il assez avancé par rapport aux ODD prioritaires? Oui, merci beaucoup pour cette question. On a au Bénin 77 communes, 7 deux fois. Et nous avons un pays qui se présente sous forme de clés, les clés courantes classiques. Donc, il est beaucoup plus allongé, donc du nord au sud. Et dans notre démarche de travail, nous avons essayé de faire un échantillonnage zonal en prenant la partie sud du pays où nous avons engagé le travail du baromètre des communes avec la commune d'Alada, la commune de Ouida, la commune de Porto Novo, qui sont au total donc 3 communes. Et en montant, nous avons la zone centre du pays. Et dans cette zone centre du pays, nous avons eu l'opportunité de travailler avec le groupement intercommunal des collines, qui est composé de 6 communes au total. Donc, cela fait 9. Et on est monté ensuite vers le Rhône-Nord du Bénin pour engager un travail avec l'association des communes de l'Atakora Donga, qui est appelée ACAD, qui compte, si je ne me trompe, un peu plus de 10 communes. Donc, dans cette phase pilote du travail que nous faisons, nous avons déjà été au contact de plus de 22 communes, ce qui constitue un peu autour du tiers, j'allais dire. Donc, nous avons une vue globale du pays, des expériences, et notre prochaine étape qui a commencé maintenant, c'est le passage progressif à l'échelle. Et ce passage progressif à l'échelle, le diagnostic est clair. Le baromètre ne peut pas porter ça tout seul. Nous avons besoin de compétences qui peuvent aider dans les communes. Nous avons besoin de grands techniciens. Nous avons besoin nous avons besoin de Google, de Amazon, des grands noms qui utilisent les serveurs au niveau, les grands serveurs, le flux de l'Internet. Nous avons besoin de soutien, d'accompagnement pour aller plus loin. On a besoin du RFE, ainsi de suite. Et c'est la campagne dans laquelle nous nous sommes lancés présentement.
Merci. Exactement, Deo Gracias. Il y a une question sur les parties prenantes posée par George Willy qui est en train de dire, à l'issue de cette première expérience, avez-vous l'impression que les principales parties prenantes, donc communes, sociétés, etc., comprennent véritablement le processus et l'intérêt de cette démarche? De notre expérience, nous avons remarqué qu'il y a deux types de parties prenantes. Il y a la partie prenante qui voit le travail que le baromètre fait comme un travail qui leur enlève la douleur de la production des données probantes. Parce que leurs autorités ou responsables vont leur demander un rapport technique, ils n'ont pas de données. Parfois, ils sont confrontés à de réelles difficultés. Le maire ou le directeur régional qui, par son téléphone, peut tout de suite avoir accès à des données probantes sans faire recours à un technicien tard le soir ou tôt le matin, épouse et se lève spontanément pour souhaiter avoir non seulement l'outil, mais tout ce qui l'accompagne. Ça, c'est la première catégorie de parties prenantes. Mais la deuxième catégorie de parties prenantes, c'est les parties prenantes qui voient l'outil intéressant, mais le travail trop grand pour y aller. Se disent donc que cette histoire, ce n'est pas évident, ce n'est pas vraiment pour demain. Et pour avoir fait un peu d'analyse des parties prenantes et travailler un peu sur les notions de négociation et d'agilité, nous ne sommes pas surpris et on s'attend à découvrir d'autres types de parties prenantes comme les opposants à la solution. Parce que cette solution appelle un peu plus de transparence. Nous savons que ce moment viendra et ce n'est qu'en travaillant, j'allais dire, avec d'autres acteurs, d'autres parties prenantes, que nous devons nous donner la patience ou le temps requis pour que la solution mûrisse, pour que la solution prenne corps. Et c'est ce travail qui est en cours actuellement. Encore une fois, pour vous qui participez, qui êtes intéressés, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a beaucoup d'espace de collaboration, de partenariat. S'il y a des aspects parties prenantes, données à collecter, à analyser, sur lesquels vous voulez vous pencher, nous restons très ouverts et intéressés à ces idées-là. Merci. Rita. Merci beaucoup, Deo Gracias. Alors, je donne la parole à Jean-Marie pour présenter les autres webinaires qu'on a organisés. Merci pour cette belle présentation encore une fois. Et la parole à Jean-Marie. Voilà.